Salut à tous, salut à toutes, bienvenue dans Café Jeu, le podcast de Rue du Jeu. Je suis aujourd'hui avec un invité, je suis avec Mounir. Salut. Que vous avez déjà vu si vous avez suivi nos vidéos, nos aventures à Essen. Et on va parler aujourd'hui de deux jeux auxquels on a beaucoup joué ensemble, Forêt Mixte d'une part, et puis Érudit du Tigre du Sud. Ouais, Érudit, on aime bien. Voilà. D'autre part, tout simplement parce que voilà, on les a beaucoup dosés, y compris à nous deux, y compris sur Board Game Arena pour Forêt Mixte. Donc c'est parti. On commence tout de suite avec Forêt Mixte. Donc c'est un petit jeu de cartes qui s'est fait pas mal remarquer, notamment grâce à son thème, thème nature. Thème nature. On sait que c'est toujours bien à la mode. C'est porteur. Et Forêt Mixte, j'ai vraiment vu tous les avis dessus. Il y en a qui ont beaucoup aimé, qui ont trouvé le jeu addictif, qui ont enchaîné les parties. Il y en a d'autres qui ont trouvé ça... ça a fait flop chez eux. Et toi, c'est un de ces jeux... donc le précédent jeu qui t'avait fait ça, je pense que c'est Splendor, où tu t'es mis à enchaîner les parties, autant en physique, la première fois que tu me l'as montré, moi, c'était en physique, et puis après, sur Board Game Arena aussi, au point de te mettre à la compétition. Ouais, c'est ça, ça m'a donné envie, vraiment. Je trouve que c'est un jeu qui... moi, j'aime bien l'interaction dans les jeux. C'est pour ça que Hansa Teutonica, on l'a aussi pas mal dosé ces derniers temps. C'est quelque chose qui me donne vraiment envie. Et j'avais remarqué quand on avait joué à Archaeos Society, ce truc de la pioche. Donc ce que tu défausses, ça va être la pioche pour les autres, quoi. Ça va être la rivière des autres. Ça, j'ai trouvé ça. Moi, ça m'a beaucoup plu. Et quand j'ai retrouvé ça dans Forêt Mixte, directement, je me suis dit waouh, j'adore. Parce que Forêt Mixte, je trouve que c'est beaucoup plus fluide que Archaeos Society. Ouais. Et là, vraiment, on va avoir un contrôle sur cette rivière, parce que notamment, on peut réussir à la faire défausser complètement, et donc à empêcher nos adversaires de prendre certaines cartes. Et comme on va voir toutes les cartes qu'ils vont prendre, et toutes les cartes qu'ils ont déposées, on sait vraiment de quoi ils vont avoir besoin directement, et donc on a un vrai contrôle là-dessus. C'est ça, oui. Si vous avez jamais joué à Forêt Mixte, à votre tour, c'est juste vous piochez 2 cartes, mais ces cartes, elles peuvent être autant du dessus de la pioche qu'au milieu. Donc c'est ça où, effectivement, si une carte arrive dans la rivière, mon adversaire peut la récupérer. Ou alors vous posez une carte, et pour poser cette carte, c'est comme un Race for the Galaxy ou ce genre de choses, il faut payer des cartes de votre main. Oui. Et donc elles vont aller au milieu. Et effectivement, quand cette rivière au milieu atteint les 10 cartes, on la supprime, on back tout. Et donc, il y a ce truc de j'attends, je garde cette carte intéressante en main pour pas la laisser à mon adversaire, et j'attends que la rivière au milieu atteigne les 10 cartes, et c'est seulement à ce moment-là que je vais la lâcher. Exactement. Et paf, elle va lui passer sous le nez. Ouais, quoi. C'est ça. Et ce que j'adore dans ce jeu, en fait, c'est comme dans Splendor ou beaucoup d'autres jeux, à partir du moment où on commence à jouer beaucoup à un jeu, on trouve que la méta évolue en fonction de son niveau. Donc au départ, voilà ce qu'on a dit à Forêt Mixte, c'est nul, en fait, on gagne seulement si on a des cervidés. Avec le loup aussi, qui combotte très bien. Il combotte très bien. Mais en fait, plus on joue et plus on se rend compte, plus on évolue dans les niveaux, et plus on se rend compte qu'il y a des cartes très fortes qu'au début, en tant que néophyte, on n'utilise pas, comme la taupe, qui permet par exemple d'enchaîner, de jouer autant de cartes qu'on peut jouer, quoi. Et ça, c'est la même chose avec le raton laveur, avec l'ours, ça devient vraiment très technique. Et alors il y a des cartes qu'on va garder plus longtemps, parce qu'on est obligé de défausser certaines couleurs, par exemple, qui vont profiter à notre adversaire. Donc on va essayer de post-poser. Et alors c'est toute cette tactique, moi je trouve que c'est assez tactique, donc c'est ça qui me plaît beaucoup dans ce jeu. Maintenant je comprends, on peut se passer vraiment à côté. En fait oui, il faut vraiment s'investir dedans, parce que comme tu le dis, certaines cartes vont avoir un bonus qui va être déclenché quand tu défausses les cartes de la bonne couleur, et notamment les cartes vont coûter 3 maximum, donc ça veut dire que tu dois rassembler 3 autres cartes qui ont la bonne couleur, sachant que chaque carte a 2 couleurs. Mais si tu rentres dans le contre-draft de ça, de dire ok, il a pris l'ours qui demande le bonus orange, donc je ne lui laisse aucune carte orange. Ouais, voilà.
Ça demande d'avoir déjà une bonne connaissance du jeu. C'est ça. Or, oui, c'est vrai que quand tu joues à un jeu pour la première fois, tu vas pas avoir toute cette lecture. Bien sûr. Et donc, si ça fait flop un peu en première partie, tu vas pas avoir envie de pousser plus loin l'expérience. Et donc, tu n'acquériras jamais ce niveau de lecture suffisant pour profiter pleinement de l'expérience. Bien sûr. Et du coup, tu vois un jeu un peu plat où, en plus, pour peu que tu joues à beaucoup en première partie, ça peut être assez long. C'est un jeu que tu as envie de faire des tours dynamiques. Toi, sur BGA, la compétition et tout ça, c'est plutôt à 2, j'imagine? Oui, c'est à 2. Et là, c'est très fluide. Souvent, donc, on joue forcément assez rapidement contre des joueurs qui ont beaucoup d'expérience. Je croise régulièrement des gens qui ont plus de 500 ou 600 parties. Et moi, je dois être à, je sais pas, 300, quelque chose comme ça. Et donc, ça joue, c'est très rapide, quoi. On fait 20 minutes, 20-25 minutes à l'aide pour une partie. Et ce qu'il y a aussi dans le jeu, ce qu'on lui reproche beaucoup, donc surtout en physique évidemment, c'est le comptage des points à la fin. Ouais. Et je peux comprendre que ce soit pénible, en tout cas les premières parties. Oui, c'est ça. Avec l'expérience, ça va encore assez vite. Voilà. Mais oui, quand tu termines ta première partie, ça reprend 5 minutes derrière pour compter. C'est vrai. Et alors ça, c'est vrai qu'une application dédiée serait pas mal. Je sais plus qui avait fait ce petit troll qui avait dit oui, tu prends une photo et t'as les points. Et il y a beaucoup de gens qui ont dit ah c'est génial. Ben non, en fait c'était un troll. Ouais, il y a ça pour Fantasy Realms par exemple. Ah ouais, c'est vraiment. Ça existe vraiment. Ah, okay. Mais bon, Fantasy Realms, t'as 7 cartes. Oui. T'en as pas des tas parce que là, ForeMX, j'ai entendu aussi comme reproche que ça prend beaucoup de place. Encore une fois, si tu joues à beaucoup, tu peux avoir pas mal de cartes devant toi. Tout dépend. C'est vrai. Mais il y a un petit twist dont on n'a pas parlé, c'est la partie se termine quand les 3 cartes hiver sont piochées. Ouais, tout à fait. Et alors ça, il peut avoir un côté frustrant parce qu'on ne sait pas quand elle arrive. Ouais, tu parlais d'Archaeos Society, il y a exactement la même chose, mais c'est la fin d'une manche, pas la fin d'une partie. Ouais. Quand 3 singes sont révélés, ici c'est vraiment la fin de la partie. Ouais, c'est la fin de la partie, ça peut être immédiate. très abrupt. Et donc, par expérience, ça arrive que ce soit la dernière carte. Donc, il y a un peu plus d'une centaine de cartes. Ça dépend du nombre de joueurs, mais voilà, on tourne autour d'une centaine de cartes. Et donc, il peut arriver que la dernière carte termine la manche, et parfois, il restait 40 cartes. Donc là, c'est vraiment, ça peut être vraiment frustrant, mais c'est ce que je disais avant qu'on commence le podcast, c'est que peu importe en fait s'il y a un côté aléatoire, évidemment, il y a quand même ce côté aléatoire, mais plus on avance dans les niveaux et plus les gens qui ont de l'expérience vont quand même vous mettre la rame, quoi. Et c'est un peu ce que je disais, ce que j'aime aussi dans Splendor, c'est malgré qu'il y ait aussi un petit côté aléatoire, vraiment avec l'expérience, c'est très 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 dur de battre des tops mondiaux, quoi. Voilà. Ouais, c'est ça. Donc c'est ça qui est cool, c'est que oui, le jeu a plusieurs niveaux de lecture et qu'à première vue, il y a des stratégies qui vont sembler plus fortes que d'autres parce qu'elles sont plus intuitives à mettre en place, mais qu'avec l'expérience, toutes les cartes se valent, en fait. Les papillons, ça a l'air nul, mais ça peut avoir de l'intérêt. Et comme tu disais, il y a certaines cartes qui révèlent leur intérêt sur le long terme, comme la taupe, etc. Voilà. Donc, moi, c'est un jeu que j'ai récupéré en physique en le demandant à Golden Meeple, parce que même si j'ai beaucoup moins joué que toi, et que j'ai pas une pratique aussi intensive sur BGA, je trouve qu'il a vraiment cette profondeur qui me plaît, et moi, le gameplay me parle en tant que fan de Race for the Galaxy. Tout ce qui est gestion de main, tout ce qui est je garde cette carte-là pendant X temps, j'attends, et avec ici l'interaction renforcée que les cartes défaussées sont potentiellement récupérables par ton adversaire, tout ça, ça me parle. Et effectivement, du coup, je l'ai fait pas mal découvrir à mon épouse, à d'autres personnes autour de moi. Et effectivement, je vois que l'expérience paye et que je l'emporte quasiment systématiquement, et pas uniquement en jouant les cerfs et les loups, quoi. Donc ouais, après, certains m'ont dit qu'ils n'y trouvaient pas de fun, oui, etc. Mais moi, je comprends, en fait, c'est est-ce que le core gameplay va te parler ou pas, parce qu'à l'arrivée, c'est vrai que ça fait un peu salade de points, et ça peut paraître un petit peu indigeste. Pour une première partie, je pense que le principal avantage, c'est que c'est très vite expliqué. Oui. Peut-être le principal défaut, c'est qu'il va peut-être avoir beaucoup de lecture pour un premier joueur, forcément, puisqu'on doit découvrir toutes les cartes. Et les cartes sont chacune des doubles cartes, on l'a même pas encore précisé, mais donc soit vous avez des arbres autour desquels vous allez poser des animaux, soit toutes les cartes animaux, il y a 2 aspects, et vous devez tout le temps choisir. Mais moi, c'est ça qui me plaît, c'est que chaque carte que tu pioches te donne 2 options, quoi. C'est génial, et donc les bandeaux de couleurs qui vont permettre de faire des bonus ou pas, c'est ça aussi qui va déterminer le choix peut-être
d'une option ou d'une autre. Moi. Mais voilà, par exemple, si vous n'avez pas aimé Earth, qui est un petit peu plus costaud, mais qui est aussi un jeu où on brasse beaucoup de cartes, bah, je pense que ça risque de vous embêter, parce qu'effectivement, on est encore dans ce truc de pas mal de lectures, de plein de choix constants, de voir plein de cartes dans la partie, de tout le temps décider ce qu'on en fait. Mais si c'est votre truc... Maintenant, je vois directement le parallélisme qu'on peut faire avec Earth, mais je trouve que vraiment on peut aimer l'un et pas aimer l'autre. Et d'ailleurs, il y a d'autres joueurs avec qui on a joué, par exemple Salvatore, qui aime vraiment bien Earth, et Foremix, il a plus envie d'y jouer. Ah ouais. Ouais, tu vois, donc je pense qu'il y a vraiment moyen d'aimer l'un ou l'autre. Ouais, tout à fait. Mais voilà, il y a cette filiation dans le nombre de cartes que tu vois passer dans la partie, et tu dois tout le temps faire des micro-décisions. Et vrai. Ça, il y a des gens, ça les... Ah ouais, ça les embête. Je comprends. Comprends très bien. Okay. Sinon, ajoutez-moi un fragment de page, on se fait une partie. Avec plaisir. Cool, ouais, bah, faut que vous ayez du niveau, hein, parce que y a de la pratique. Je rame là, je rame en or. Ouais, dans la ligue sur BGA. C'est ça. Ok, on va passer au deuxième jeu du jour, plus costaud. Hein, oui. C'est Érudit du Tigre du Sud, donc de Shem Phillips. Et il a un co-auteur, hein, c'est ça Oui, c'est S.J. McDonald. Ok. Et donc, Érudit du Tigre du Sud, on l'avait essayé à Essen. Si vous me suivez régulièrement, vous savez que j'ai un passif avec les jeux de Shem Phillips, que généralement je ne les aime pas trop. Et celui-là, déjà à Essen, alors que c'était une partie découverte à 4 joueurs, assez laborieuse, évidemment, avec des explications en anglais par Shem Phillips himself, mais du coup avec l'accent c'est ça. et la rapidité de ton qui va avec. Mais voilà, ça m'avait déjà intrigué, ça m'avait titillé, et je l'ai récupéré, encore une fois, grâce à Cédric de Golden Meeple, et on y a beaucoup joué en peu de temps. Moi, c'est rare qu'un Eurogame m'accroche autant, et a fortiori, un jeu de Shem Phillips. Ce qui est intéressant dans Érudit, il y a plusieurs choses, mais c'est notamment... En termes thématiques, le fait qu'on traduise, en fait, et que, du coup, il va y avoir des parchemins sur le jeu, et on va devoir faire un chaînage de langues parlées par des traducteurs pour aboutir à l'arabe. Et ça, c'est intéressant, parce que c'est vraiment un thème qu'on ressent dans la partie. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de traducteur disponible pour travailler sur votre parchemin, il faut en engager un nouveau, etc. Et on a vraiment des fluctuations comme ça sur le marché qui sont intéressantes. Et puis, en termes mécaniques, moi, ce que je retiens de ce jeu dont on a fait déjà 5-6 parties chacun facilement, c'est les couleurs de dés et leur association. Donc, vous allez avoir des dés blancs qui sont incolores et qui sont pas très intéressants, et le jeu vous encourage à vous en débarrasser parce qu'ils vont vous faire perdre des points à la fin de la partie si vous en avez encore beaucoup. Vous avez des dés de couleur primaire, donc bleu, jaune, rouge, et puis vous avez des couleurs secondaires, donc vert, mauve, orange, que vous pouvez soit récupérer directement, c'est d'ailleurs des dés un petit peu plus puissants, qui ont des faces améliorées, ou alors vous pouvez faire des mix de couleurs, avec aussi des ouvriers qui vont changer la couleur de vos dés, etc. Et cette alchimie-là, c'est vraiment de l'ordre de l'alchimie. C'est génial. Elle est passionnante. En fait. Moi j'aime bien, je trouve que le thème, comme tu disais, il est vraiment prégnant, mais sauf peut-être sur les pistes, où c'est un petit peu plus... donc il y a des pistes aussi de couleurs, avec ces couleurs primaires et secondaires. Là, c'est peut-être un peu plus difficile de rentrer dans le thème. Là, c'est un peu arbitraire. Oui, voilà. Mais je trouve ça génial, ce mix, en fait, entre les dés, le placement de dés et de meeple. Moi, ce que j'aime beaucoup dans la direction que prend Garfield Games, donc il se tourne vers la complexification des jeux, un petit peu, ou en tout cas des jeux un peu plus élaborés. Enfin non, plus élaborés, c'est pas le terme, parce qu'ils étaient déjà élaborés à partir de Pierre de la mer du Nord, mais ce que je veux dire, c'est vraiment, on va dans quelque chose de plus profond. Moi, c'est quelque chose qui me plaît, évidemment, et je trouve que moi, je rejoins, comment dire, je fais un parallèle, alors, un parallèle un peu fou entre la philosophie de Garfield Games et les shonen neketsu. Alors quoi? Alors c'est quoi? C'est que en gros dans les shonen, on va commencer par une histoire assez basique
simple et on va évoluer avec le spectateur. En gros, on prend comme parti pris que on fait un shonen qui va plaire à des jeunes enfants et que ces jeunes enfants ils vont grandir, ils vont évoluer et avec leur évolution, le shonen va prendre un peu plus d'épaisseur et va aller de plus en plus loin. Et c'est exactement ce que Garfield Games a commencé avec Pierre de la Mer du Nord qui a plu à beaucoup de gens. Peut-être qu'il y en a d'autres qui sont passés complètement à côté, mais Pierre de la Mer du Nord a embarqué pas mal de gens. Et ces gens, comme on constate souvent, c'est pas une question de snobisme ou quoi de joueurs, mais c'est vrai qu'on commence souvent par du familial, du plus simple, et puis de temps en temps, on va vers des jeux un peu plus lourds. Ça veut pas dire qu'on va aller forcément vers des Lacerda, mais c'est vrai qu'on va commencer à avoir des goûts un peu plus précis. Monter en puissance. Voilà, et des montées en puissance. Et je pense que c'est ce que Garfield Games a fait. Alors est-ce que c'était volontaire au départ, je ne sais pas, mais en tout cas c'est peut-être lui aussi en tant qu'auteur qui gagne en expérience et qui aussi, a envie d'aller vers des systèmes plus complexes. Exactement. Et donc là c'est le cas avec Érudit. On a vraiment un cran au-dessus de Voyageur qui est le premier de cette trilogie. Donc je rappelle qu'il y a chez Garfield Games ils ont décidé de faire des trilogies comme ça, donc avec les Pierres de la Mer du Nord et tout ce qui se passait dans la mer du Nord, puis au Royaume de l'Ouest avec Architecte, Vicomte et Paladin. Et maintenant, on passe à la troisième trilogie, donc Tigre du Sud. Et donc, on a commencé par Voyageur. Alors toi, Voyageur, ça t'avait moins plu? Moi, j'ai fait une partie, et j'ai fait OK, mais j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dedans. J'ai pas eu nécessairement envie d'y revenir. En fait, paradoxalement, oui, effectivement, Érudit est, de ce que j'entends, parce que moi, j'ai pas d'expertise là-dessus, le plus complexe de tous les jeux de Garfield Games sortis jusqu'alors. Et paradoxalement, il n'y a que 4 actions. Et moi, c'est ça qui me plaît, c'est que c'est assez ramassé, parce que Voyageur, beaucoup l'ont qualifié de jeu bac à sable. Et je vois bien, l'adjectif fonctionne bien, tu peux un peu tout faire, etc. Et en même temps, on te dit, il faut que tu aies certaines icônes pour progresser sur cette piste centrale au milieu du plateau. Et ça, c'est pas un défi qui m'a vraiment intéressé. C'est un défi où tu peux être gêné par le tirage, etc. Et le défi de la traduction, là aussi, il faut traduire dans le jeu. C'est le thème du jeu, c'est comme ça qu'on va gagner beaucoup de points. Mais il est beaucoup plus abordable, je trouve. Il dépend moins du tirage parce que tous les traducteurs sont toujours disponibles. Et si t'as pas le bon traducteur pour traduire le parchemin qui t'intéresse, tu peux aller en chercher un. Et surtout, on est moins perdu, je trouve, parce que oui, le jeu est tentaculaire dans ses options, dans ses systèmes, dans ce qui permet avec ce système d'alchimie de dés, etc. Mais en même temps, t'as que 4 actions disponibles, et elles sont imprimées sur ton plateau, et une fois que t'as utilisé une action pour une manche, tu ne peux plus y revenir, sauf exception, et donc au bout d'un moment, tu vas passer, récupérer tes cartes, et donc il y a un cycle qui commence à se faire. Donc, je le trouve paradoxalement plutôt abordable. En tout cas, moi, il m'a moins perdu que d'autres jeux. Paladin aussi m'avait complètement écrasé face à toute son iconographie, etc. Et ici, j'arrive plutôt à bien me repérer, et à partir de là, je prends du plaisir. Parce que je construis une séquence de jeu dans ma tête, j'arrive à lire, et le jeu est très ouvert, et dès que tu te fixes un objectif à toi-même, tu te dis... Ok, j'ai envie de faire ça, et si tu n'y arrives pas, tu vas souvent parvenir à trouver une solution pour louvoyer et arriver à tes fins. Le jeu te permet de faire pas mal de choses, mais en même temps, il y a une interaction, moi que j'apprécie encore, une interaction indirecte, mais il y a quand même une interaction où on peut utiliser... Donc les traducteurs, à force, au fur et à mesure qu'on les utilise, ils vont potentiellement partir en retraite et donc être retirés du plateau de jeu. Et ce fait de retirer des traducteurs du plateau de jeu, ça peut empêcher certains donc de traduire et donc de devoir prendre... Comme tu dis, le jeu est ouvert, donc on va pouvoir recruter encore de nouveaux traducteurs, mais donc c'est empêcher quand même certaines personnes de faire ça. Il y a un tempo qui est important. On peut se piquer aussi des parchemins les uns les autres à traduire. Il y a une gestion aussi il y a des scoring intermédiaires dans la partie où il faut être majoritaire sur les tours, et donc en fonction de votre influence, ces petites étoiles qu'on place sur des minarets de couleurs, ça c'est très important ok, je vais voyager, je vais avancer pour mettre une nouvelle carte, faire avancer le paquet, et c'est ça qui va
régler la durée de la partie et qui va faire qu'on déclenche ou non un scoring. Donc il y a cette interaction indirecte là aussi. Des fois, tu vas faire exprès de faire des actions qui t'arrangent un peu moins, mais juste parce que tu es dans une position confortable en termes de majorité sur l'influence, et tu vas vouloir déclencher ce scoring, donc soit en passant, soit en faisant l'action de voyager. Et puis il y a le tempo qui est induit par donc les voyages, puisqu'on va retirer des cartes du paquet, faire sortir les qualifs, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et une fois que le 4e qualif est sorti, c'est terminé. Donc on peut plus ou moins accélérer ou ralentir la partie. Et c'était la même proposition, proposée de manière différente, mais dans Voyageurs du Tigre du Sud. Et moi, ce que j'adore, en fait, c'est que je trouve que la cohérence est tellement forte entre les différentes trilogies. Et on a chaque fois donc le placement d'ouvriers d'une certaine manière. Puis dans le Tigre du Sud, on a toutes ces cartes, ce jeu avec ses cartes et ses placements de dés, et cette gestion du tempo, et tout en proposant de nouvelles choses. Franchement, c'est ce que j'adore chez Garphill Games, c'est cette cohérence, et j'ai très hâte de voir Inventeur, qui est le dernier de la trilogie, et évidemment la 4e trilogie qui se passera à l'Est. Je pense que sans être devin, je crois que je ne dois pas me tromper. Bah oui, du coup, moi, il m'a rendu curieux aussi, et en même temps, je suis content de me limiter à celui-là, parce qu'il est déjà tellement riche. Et je me souviens, quand on a terminé notre, je crois, 4e ou 5e partie, on se disait, mais on a encore le sentiment de ne faire qu'effleurer le jeu, quoi. Et vraiment, il y a cette profondeur, et je trouve que le jeu mérite vraiment d'y revenir. On y a beaucoup joué à 2, je pense qu'idéalement, il faudrait y jouer à 3 pour profiter de cette interaction indirecte. 3, ça doit être la meilleure config, je pense. Dont tu parles. Il y a plusieurs... le jeu te propose 2 durées de partie, partie courte ou partie longue. Et franchement, quand vous découvrez, faites plutôt une partie courte. Surtout si vous êtes plus de 2. Mais moi, j'ai pas encore fait de partie longue. Je sais pas toi. Non, j'ai pas encore fait. Mais du coup, tu te dis, ok, rien que ça. Moi, avant de passer au prochain Garphill Games, j'ai envie d'y jouer, si possible, à 3 joueurs qui connaissent bien, si on arrive à les trouver en partie longue, pour avoir vraiment l'expérience complète, et se dire, ok, on n'est plus dans la découverte, on n'est plus dans le tâtonnement, on sait vraiment ce qu'on fait, on a acquis une lecture du jeu suffisante, comme on en parlait avec Forum Mixte avant, pour pouvoir aussi regarder ce qui se passe ailleurs, sur le plateau des autres, et réagir aux coups qu'ils préparent et pouvoir les contrer. Et je pense que c'est là que tu arrives vraiment à l'expérience complète, et en même temps avec ce truc qui est très ludique, quoi, qui est presque... Il y a presque un truc enfantin dans le truc d'associer les couleurs et tout, c'est très... Première partie, il faut dire quand même, ça peut être flou, hein. Oui, complètement. C'est-à-dire, comme tu disais, c'est vrai, c'est assez ramassé, il y a 4 actions, donc voilà, tu sais toujours vers quoi tu peux aller, mais se dire comment je vais construire mon scoring, etc. Oui. Ça peut sembler un peu opaque à la première partie, mais après... parce que tout est interconnecté, quoi. Ouais, c'est ça. Et c'est ça qui fait la beauté du jeu, et en même temps, oui, c'est ça qui fait qu'il n'est pas évident à appréhender. Faut accepter de se lancer, faut bien comprendre les associations de couleurs, parce qu'il y a pas mal de petites règles et tout, c'est pas hyper élégant, mais bon, on pardonne au jeu, parce que c'est ça qui fait sa richesse aussi. Mais donc voilà, moi j'ai bien envie de continuer à le pratiquer encore pas mal avant, et je serais curieux de la suite évidemment, mais je trouve qu'ils vont vite. Ils sortent une série parallèle aussi, c'est quoi, Ezra et, ça c'est tout ce qui est, je sais plus comment ils appellent ça, mais c'est anthologie historique. Donc c'est le mur d'Adrien participe de ces anthologies, donc c'est toujours ils vont prendre une partie de l'histoire et ils vont créer un jeu autour d'un événement ou d'une période historique, et là aussi on va vers du plus lourd, de plus en plus lourd. Ezra aussi, à mon avis, sera je ne sais plus le nom exact, mais il y a Ezra dans le titre, et ce sera aussi et ils ont annoncé 3 autres, 2 autres, donc il y en a 3 comme ça. C'est vraiment l'usine, hein, mais bon, pour ceux qui aiment et qui arrivent à suivre, tant mieux. Mais moi, je vais essayer de pas avancer trop vite, mais je suis content d'en avoir trouvé un qui me plaît. L'illustration, c'est toujours de Miko, on aime ou on n'aime pas. Hein, et par contre, pour les séries anthologiques, c'est le frère, donc Sam Phillips. Sam Phillips, ce sera à chaque fois comme ça. Donc. Non, mais ça, ce qu'on peut pas leur enlever, c'est qu'il y a une cohérence éditoriale. Hein, c'est ça. Et ce que j'ai trouvé encore très fort pour terminer sur Érudit, c'est, encore une fois, c'est un reproche qu'on leur fait tout le temps, et c'est une qualité que je leur trouve, c'est-à-dire que rien de nouveau, mais c'est l'agencement de ces mécaniques qu'on aime, et c'est la manière de les imbriquer qui fait que les jeux sont bien
à mon avis. En tout cas, mais c'est vrai qu'érudit, je pense que c'est un de mes préférés. Je là. pense que c'est ça qui fait que les associations, que les appréciations sont aussi dichotomiques, t'aimes bien ou t'aimes pas. Oui. C'est que comme tout se ressemble de loin, Oui. soit tu restes hermétique, soit tu plonges dedans, et là, c'est génial, t'en as toujours plus, etc. Mais je suis la preuve vivante que c'est possible Voilà, de changer d'avis. je passe un message aux gros joueurs qui sont réfractaires. N'hésitez pas quand même à le tester pour... Ouais, s'il faut en tester moi ça doit être je celui-là. recommande celui-là, ouais, tout à fait. Ok, merci Mounir pour cette discussion Merci à toi de m'avoir sur invité. ces deux jeux qui nous ont passionnés pour des raisons très différentes. On se retrouve bientôt, que ce soit avec un invité ou en solo, en podcast ou sur la chaîne. D'ici là, jouez bien par chez vous. Ciao. Ciao.